Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Comme chaque dimanche en fin de matinée, le rendez-vous du professeur Yves Lignon sur Sud Radio, les clés du mystère. Bonjour Yves. Bonjour Fred, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver avec un sujet passionnant cette semaine encore. On va parler des prophéties. Et tout à l'heure, vous ferez une petite référence à l'actualité. On n'en dit pas plus par rapport au Japon et ce qui s'est passé il y a quelques jours. Oui. Peut-être, on verra. En tout cas, clairement, on va faire référence au film L'Assaut, qui est sorti il y a quelques jours aussi, et qui raconte ce détournement d'avion de Noël 94. Et vous aurez une anecdote et une histoire à nous raconter à ce propos. Une véritable histoire de prophétie, parce que finalement, ce détournement d'avion, ça a été l'occasion de la dernière grande prophétie connue, du moins des chercheurs en parapsychologie. Et ça nous amène à commencer en définissant ce qu'est une prophétie. Une prophétie, je crois que c'est tout simplement une forme particulière de voyance. Quand on va consulter une voyante, on lui demande des renseignements sur sa petite amie, sur son avenir professionnel. Bon, en général, ce sont les questions qu'on me pose. Et la voyante vous répond en faisant des prédictions plus ou moins justes, selon qu'elle-même, la voyante, est plus ou moins vraie ou plus ou moins fausse. Donc, la voyante vous répond en faisant des prédictions plus ou moins justes qui vous concernent personnellement. On peut dire que la prophétie, c'est la voyance, mais non pas à l'échelle d'une personne, mais à l'échelle de la collectivité, à l'échelle des grands événements, peut-être même à l'échelle de l'histoire. Et alors, ça pose la question de définir, vous voyez, je fais bien le prof de maths là, qu'est-ce que c'est qu'un grand événement ? Voilà. Par exemple, est-ce que si on a une prophétie, on en a eu une en 1894 sur l'élection du président de la République. Bon, les chercheurs ont appelé ça prophétie. Mais est-ce que l'élection d'un président de la République, c'est un événement qui, d'un point de vue historique, est importantissime ? Exactement. C'est judicieux comme remarque. Je vous le demande de mon cher Fred. Donc, la limite est assez floue. Il est évident que l'annonce de certaines choses, c'est indiscutablement de la prophétie. Et l'annonce d'autres événements qui, malgré leur importance, finalement, ont un impact limité, je dirais, dans le temps, ce n'est que de la voyance. Voilà la différence. Entendu. Ouais, et les points communs, c'est que il s'agit du même type de phénomène. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête de quelqu'un, des images, et cette personne qui a ces images dans la tête, les verbalise, se lance dans un discours et donc annonce quelque chose. Donc ça, voyons ces prophéties de ce c'est le même phénomène. C'est le même phénomène. Alors il y a un détail aussi sur lequel je veux insister en commençant, c'est que à l'heure actuelle, on ne peut plus avoir de prophétie en direct. En direct, c'est-à-dire à l'instant même où l'événement se produit. Ah d'accord. L'équivalent de la voyance au présent. On ne peut plus avoir de prophétie en direct pour une bonne et simple raison, c'est le développement des moyens de communication. Oui, forcément. C'est aussi bête que ça. Parce que si c'est en direct, on en a la connaissance et donc ça pose un certain doute sur la qualité de la prophétie. Voilà, je vais raconter tout à l'heure deux prophéties qui sont très peu connues et qui sont des prophéties en direct, mais elles sont anciennes parce que entre l'événement et la personne qui décrivait l'événement au moment où il se produisait, il y avait plusieurs centaines de kilomètres. Alors autrefois, une telle distance exclut toute possibilité de biais. Mais à l'heure actuelle, regardez, le tsunami, justement, le tremblement de terre japonais, il a été connu en France aux environs de 7h15. Ouais, c'était vendredi, donc il y a presque 10 jours maintenant. Voilà, aux environs de 7h15. Donc imaginez que quelqu'un ait eu vraiment l'événement en tête à 6h45, demi-heure avant. Là, c'était une prophétie. Oui, mais le temps que cette personne, en demi-heure, communique avec un chercheur en parapsychologie, l'événement était connu. Ouais. Il y avait les flashs sur tous les réseaux d'information. Donc, même si la personne avait véritablement eu
un sens prophétique, eh bien, du point de vue des critères scientifiques extrêmement exigeants de la parapsychologie, on ne pouvait pas retenir son témoignage. Ah, voilà, les nouvelles technologies qui mettent à mal les pouvoirs du psychisme, une nouvelle preuve. Oui, mais ceci dit, les prophéties dans l'avenir, alors là, ça reste valable et nous allons en parler tout à l'heure. Avec plusieurs exemples, vraiment là aussi tout à fait passionnants. On marque une petite pause pour débuter cette émission et on se retrouve ensemble, Yves Lignon sur Sud Radio. Les prophéties, c'est le sujet que nous traitons cette semaine dans Les Clés du Mystère avec le professeur Yves Lignon. Yves, on a défini tout à l'heure ce qu'est une prophétie. On va donner quelques exemples justement de prophéties en direct, donc qui ont eu lieu au moment ou quasiment au moment où se passait l'événement. Voilà. Alors, je vous emmène d'abord à Rome, dans les jardins du Vatican, le 7 octobre 1571. Et je vous apprends que le pape de l'époque se nommait Pie V, et non pas Paul V, comme certains ignorants. Oui, on aurait tendance à le dire. On aurait tendance à le dire. Bon. Et pas plus que Pie VII d'ailleurs, mais c'est Pie V. Voilà. Pie V. Donc ce pape a voulu relancer la lutte contre les Turcs, contre ces infâmes mécréants qui sont musulmans. Et pour cela, il a mis sur pied une flotte internationale qui est dirigée par un enfant naturel de Charles Quint, d'ailleurs, l'archiduc Don Juan d'Autriche. Et cette flotte est partie du bassin méditerranéen, on va dire latin. Donc elle est partie d'Italie, on s'est regroupé, et elle s'est dirigée vers la Turquie à la rencontre de la flotte turque. Mais nous sommes en 1571. Et donc, à l'époque, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone, je crois qu'il n'y a même pas de pigeons voyageurs. Il y a juste des courriers qui circulent à pied et en cheval pour apporter les nouvelles. Une société sans Internet, est-ce possible ? Ben oui, la preuve, celle-là. Donc, on sait que la flotte est partie, on sait qu'elle devait rencontrer la flotte turque au début du mois d'octobre, et nous sommes le 7, mais on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. La bataille va avoir lieu quelque part en Méditerranée orientale et il faudra plusieurs jours pour qu'un cavalier apporte la nouvelle au Vatican. C'est une nouvelle que le pape attend vraiment avec beaucoup d'impatience, que ce soit victoire ou défaite, parce que c'est lui qui a été à l'initiative de cette force, si j'ose dire, multinationale pour l'époque. C'est lui qui est intervenu auprès des divers rois et souverains européens en leur disant « prêtez-moi quelques bateaux ». C'est l'ONU avant l'heure. Voilà, c'est l'ONU avant l'heure. Et donc, le 7 octobre 1571, le pape, donc avec cette espèce d'angoisse, mais sans pouvoir avoir de détails, de précision, se promène dans les jardins du Vatican. Et il y a son entourage, il y a quelques cardinaux, on va, on vient, on parle des événements, et d'un seul coup, le pape s'arrête et dit à ceux qui sont là autour de lui, son secrétaire, les soutanes violettes, les soutanes rouges, la bataille a lieu en ce moment. Ah oui. Et donc, ce pape, le voilà, qui s'immobilise vraiment. Il a, diront les témoins, le regard qui devient un peu flou, un peu fixe, et il se met à décrire la bataille. Ah oui, alors qu'elle se produit au même moment. Au même moment. Ah ouais. Dans l'après-midi, elle se produit en ce moment-là. Il donne des détails. Déjà, s'il avait simplement dit « l'affrontement a lieu à cette heure-ci », au moment où je vous parle, c'était déjà énorme. Ouais. Mais il ne dit pas « ça y est, les deux flottes se sont rencontrées ». Il donne des détails précis, en particulier l'attaque du vaisseau amiral turc, la manière dont les vaisseaux turcs se replient, puisque les Pentes, c'est une grande victoire de la chrétienté sur l'islam, une victoire militaire, hein. Bon. Ouais. Et donc il donne tous ces détails qui, bien entendu, plus d'une semaine après, parce qu'il y a 900 kilomètres à faire, eh ben, seront confirmés. Ouais, c'est donc véritablement, vous voyez, par rapport à ce que je disais en commençant, Frédéric, c'est vraiment une prophétie. Ouais. Parce que là, les Pentes, même encore à l'heure actuelle, ça ne fait pas 3 lignes en bas de page dans les livres d'histoire. C'est vraiment un événement important. C'est un coup d'arrêt à l'expansion turque.
Et est-ce que Pi V a mis sur le compte d'un pouvoir divin cette vision ou pas? Parce que ça évidemment, vous n'allez pas... C'est Dieu qui m'a parlé à l'oreille. Oui, écoutez, vous n'allez pas attendre d'un pape qui dise « je suis un mécréant ». Et tout ça doit s'expliquer par quelques facultés mystérieuses de mon cerveau. Ouais. Non, il a dit Dieu a envoyé un message à son serviteur, la flotte chrétienne a gagné. Bon, et c'est un très bon exemple, parce que le pape, il n'est pas arrivé le lendemain en disant, écoutez, j'ai rêvé cette nuit, ce serait déjà beaucoup plus faible. Ouais. Mais il était en présence de témoins et il se promenait, vous savez, la promenade que peuvent faire des prélats dans les jardins du Vatican en fin d'après-midi. On a travaillé en début, on se prend un peu l'air pendant un quart d'heure, demi-heure, puis on va se replonger dans les dossiers. Et c'est à ce moment-là, très précisément, que l'événement s'est produit. Il est indiscutable. Mais moi, j'appelle ça une prophétie en direct. Exactement. Et vous souhaitiez aussi nous raconter une autre histoire, celle d'un philosophe? Oui, je vais vous la raconter, mais peut-être tout à l'heure. Oui, dans une petite poignée de secondes. Merci. Vous êtes sur Sud Radio, les clés du mystère, jusqu'à midi. Les prophéties, c'est le sujet que nous évoquons ce matin sur Sud Radio avec Yves Lignon, Frédéric Jarraud, avec les clés du mystère. Alors, on a défini la prophétie, ce qu'est une prophétie. Vous nous avez donné, Yves, un exemple tout à fait flagrant du pape Pie V qui avait vu quasiment en direct une bataille se dérouler à 900 km de là. Et donc, vous souhaitiez aussi évoquer l'exemple porté par le philosophe Swedenborg. Oui, un philosophe très connu. Je vais vous poser une question. Frédéric, est-ce que vous connaissez la Suède ? Alors, je connais un petit peu Malmö, Stockholm, mais pas plus que ça. Bon, donc vous êtes incapable de me donner la distance qui sépare Göteborg de Stockholm. C'est vrai, je ne sais pas. Bon, comme tous les Français, vous êtes ignorants en géographie. Alors, je vous signale que moi, avant d'étudier le cas de la prophétie de Swedenborg, j'ignorais aussi la distance entre Göteborg et Stockholm. Ouais. Et je connaissais encore moins la Suède que vous. Donc cette distance est de 500 km, enfin à peu près à vol d'oiseau, en ligne droite. Et le 19 juin 1769, soyons précis, le philosophe donc Emanuel Swedenborg, un philosophe extrêmement connu, lui, il tient beaucoup de place dans les dictionnaires, eh bien c'est un vieux monsieur, il va mourir peu d'années plus tard, mais il prend l'air à Göteborg et il est à table avec une quinzaine d'amis. Donc là... question de témoin, vous voyez, c'est du lourd. Hein. Il y a de quoi faire. Ouais. C'est un banquet, il y a 15 personnes, c'est d'ailleurs un banquet en l'honneur de Swedenborg. Bon, vous savez comment sont les philosophes, tout le monde dit qu'ils ont la tête un peu, même pas dans les nuages, carrément dans les étoiles, ils ont de longs cheveux, etc. Ce qui fait que quand Emanuel Swedenborg, au beau milieu du repas, se lève, bon, personne ne s'étonne, dit tiens, on va peut-être faire une pause. Il va développer un de ces concepts philosophiques qu'il manie si bien et qui nous fasse ça en plein repas. Bon, après entre tout, la poire et le fromage. Voilà, après tout, c'est un philosophe. On peut lui pardonner un certain manque de respect des règles sociales. C'est le trou suédois et pas le trou normand. Voilà. Et donc, Emanuel Swedenborg se lève. Et donc tout le monde s'attend à ce qu'il se lance sur la spiritualité, parce que c'était un peu sa partie. Et non, voilà Swedenborg face aux 15 convives qui leur dit « À Stockholm, ça brûle ». Ah oui, c'est original comme déclaration. Oui. À Stockholm, ça brûle, c'est un incendie. Et il continue, comme s'il allait faire une véritable dissertation philosophique. Mais là... il continue, c'est plutôt le genre reporter, vous voyez, journaliste. Mais c'est CNN. Oui, voilà. Nous sommes dans le quartier sud de Stockholm. L'incendie vient de se déclarer. Il se dirige dans telle direction. Et bref, voilà. C'est étonnant, ça. Il décrit l'incendie. Et à un moment donné, je vous assure que tout ceci, c'est vrai, hein, nous le racontons de manière un peu légère, mais sur le plan scientifique, c'est quelque chose de très important, très intéressant. Et donc, brusquement, un peu comme un reporter qui, à un moment donné, dirait « nom d'une pipe », voilà Swedenborg qui marque une pause et qui dit « mais l'incendie se dirige vers ma rue ». Ah oui.
Maru. Là où il se trouve. Non, là où il habitait. Ah oui, à Stockholm. Ah d'accord, très Puis, bien. 3 minutes plus tard, l'incendie se dirige vers ma maison. Alors, vous imaginez les réactions de son public. Bah oui. Imagine qu'il est pompette un peu. Oui, c'est ça. On a fait un excellent repas en son honneur. On a commencé avec l'apéritif un peu tôt. C'est un vieil homme. Bon, je suis persuadé que dans l'assistance, il y a eu des réactions un peu de commisération. Une tête comme lui, finir comme cela. Quelle tristesse. Oui. Et puis, après une nouvelle, on dit ouf, ça y est, les pompiers interviennent, l'incendie est arrêté et il est arrêté à 3 portes de ma propre maison. Ah oui, c'est très précis. Alors et il a donné tout un tas de détails. Ce n'est pas pour rien, si vous voulez, que j'ai parlé de journalistes. C'était vraiment CNN. Il était sur le terrain. Et puis, ayant dit, avec son doux regard de philosophe, c'est une excellente somme, il se rassied et je pense qu'il a demandé qu'est-ce qu'on mange maintenant, quelle est la suite. What else? Voilà. Je ne sais pas comment on dit en suédois. Alors, je vais maintenant à la fin directement. Ça s'est passé le 19 juin. Le 20 juin, vous comprenez que les convives ont raconté l'histoire un peu autour d'eux, et en particulier, c'est extrêmement important, au gouverneur de la province, à Göteborg, qui a fait dresser un procès verbal, parce que quand on a raconté l'histoire, on a dit ce pauvre Swedenborg, vraiment, il vieillit très très mal. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à le laisser aller à l'université, donner ses cours, etc. Ça va pas, quoi. Et Emmanuel a pris un coup de vieux, puisqu'Emmanuel était son prénom. Donc ça, c'était le 20 juin. L'enregistrement par le gouverneur de ce que les témoins appellent un incident bizarre, déplaisant, attristant. Le 22 juin, 3 jours après les événements, arrive au palais du gouverneur la lettre officielle du ministre de l'Intérieur. Grave incendie à Stockholm, dans tel quartier. Il s'est arrêté dans telle rue à hauteur de telle maison. Incroyable. Ça n'est pas joli. Tout était vrai, donc. Tout était vrai. Et là, c'est de nouveau une prophétie en direct, puisque Swedenborg s'est levé à table. On en est à peu près certain, ayant fait les recoupements, les comparaisons nécessaires, au moment vraiment où les premières maisons de bois prenaient feu. Les prophéties en direct, c'est passionnant. Merci pour ces exemples et ces histoires. Yves, on se retrouve dans un instant pour évoquer, comme on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, d'une façon indirecte, le film L'Assaut qui raconte cette prise d'otage, ce détournement dans un avion à Noël 94 avec un prophète en quelque sorte, en tout cas un voyant qui l'avait annoncé quelques semaines plus tôt. On marque une petite pause sur Sud Radio. À tout de suite, Yves. Frédéric Jarreau, Yves Lignon, les clés du mystère sur Sud Radio, comme chaque dimanche en fin de matinée. Les prophéties, c'est le sujet que nous évoquons à travers différents exemples. Et on en vient, comme promis, Yves, à cette prophétie qui a un rapport avec le détournement d'un avion à Noël 94. Et vous souhaitiez donc nous parler d'un certain Aurélien Leblay. Voilà. Alors, le film L'Assaut, donc, qui est sur les écrans de ce moment, raconte ce détournement d'avion, son atterrissage à Marseille, l'assaut par le GIGN, et tout ceci s'est passé à Noël, du 24 au 26 décembre 1994. Eh bien, figurez-vous que le 16 décembre, donc une dizaine de jours auparavant, il y avait sur une grande chaîne de télé, la numéro 1, une de ces émissions de mi-débat, mi-magazine, mais qui, à mon avis, ne sont pas très journalistiques, et comme il y en a beaucoup en fin d'année. Tiens, on va inviter quelques voyants à faire leur pronostic pour l'année prochaine. Je n'en étais pas, je précise, ni comme voyant, ni comme expert. D'accord. J'étais devant mon poste chez moi. Ouais. Et donc, on avait fait un appel à candidature, un casting, comme on disait pas encore trop à l'époque. Ouais. Et une personne qui exerçait la voyance en Bretagne s'était portée candidate et elle était sur le plateau. C'était un homme nommé Aurélien Leblay. Alors, on a commencé par se moquer un peu de lui, parce que vous savez, quand les voyants sont là, qu'il soit vrai, qu'il soit faux, il est bon ton de prendre un ton supérieur, de montrer qu'on est un esprit fort, etc. Ouais. C'est une façon de se rassurer. Oui, souvent, oui. Ouais. Alors,
un journaliste très célèbre, c'est celui qui présente le journal télévisé le plus suivi de France, et c'est pas à 20h. Donc là, Jean-Pierre, comment ça va, Jean-Pierre? Ben là, il s'est montré. Moi, ça m'a déçu de la part d'un bonhomme comme lui. La manière dont il a traité le voyant, ça n'était pas du tout sympa. Et il faut dire que le voyant, malheureusement, Aurélien Leblay, au début, l'a aidé. Parce que quand Jean-Pierre Pernaut lui a dit « Voyons, monsieur Leblay, dans quelques mois, nous avons une élection présidentielle en France, celle de 1995. Qui voyez-vous élu ?» Et Aurélien Leblay a répondu « Édouard Balladur ». Or, à l'époque, Édouard Balladur, il était en tête des sondages, c'était l'ultra favori. On se disait presque même, c'est pas la peine d'organiser l'élection, qu'il aille à l'Élysée directement. Bon, par la suite, les événements se sont passés différemment. Mais enfin, déclaré en décembre 1994 que Édouard Balladur sera président de la République au mois de mai suivant, vraiment, c'est pas un exploit en matière de voyance. Ouais, c'est très audacieux, en tout cas. Voilà. Alors, donc, quand Aurélien Leblay a répondu ça, évidemment, on s'est encore moqué de lui davantage. Et puis, de nouveau, monsieur Leblay, avez-vous quelque chose à nous dire? Quelque chose d'autre? Et là, toujours pareil, le même déclenchement du phénomène, brusquement. Ça jaillit dans la tête et ça jaillit en parole. Combien de fois y ai-je assisté avec les voyants que j'ai étudiés? D'un seul coup, de manière inattendue, ça les prend. Et Aurélien Leblay, qui se lance et qui se montre très précis, je garde ça pour la bonne bouche et pour tout à l'heure, mais qui donc décrit un détournement d'avion. Ça démarre à Alger et ça finira par une intervention du GIGN. Ben là, vous voyez, Frédéric, c'était très fort. Et malheureusement, les gens qui étaient sur le plateau, ils n'ont pas l'habitude de... c'est pas un reproche, mais ils n'ont pas l'habitude d'étudier des voyants. Ils n'ont pas pu sentir que quand Aurélien Leblay parlait de ce détournement d'avion, ce n'était pas la même chose que quand il parlait de l'élection présidentielle. Ouais. Les chercheurs, je le dis sans fausse vanité, les chercheurs comme moi ont un peu l'habitude d'écouter les voyants, de savoir comme ça quand c'est du vrai et quand c'est du remplissage. Quand ils sont sûrs d'eux, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais le voyant, quand il est sûr de lui, mais il en est tellement sûr qu'il n'arrive même pas à faire comprendre qu'il est sûr de lui. Il est pris intérieurement par un mouvement psychologique si fort qu'il n'arrive pas à l'exprimer. D'où une certaine confusion. Voilà. Et donc les témoins se sont contentés de ricaner en disant « Vous nous en dites pas trop quand même, vous ne nous en dites pas assez. Si au moins vous nous donniez des heures et des jours précis, on aurait une équipe toute prête à partir avec les caméras. » Donc on s'est moqué de lui de cette façon-là. Et évidemment, 10 jours plus tard, les événements lui ont donné raison. D'ailleurs... on n'a pas manqué d'exploiter l'extrait de l'émission pour la repasser dans certains journaux télévisés. Les ricaneurs d'hier étaient devenus les admirateurs d'aujourd'hui. Mais sur le moment, il y a quelque chose qui aurait dû être dit en écoutant attentivement la prophétie. Et quelque chose qu'encore une fois, par incompétence, mais quand je dis par incompétence, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est parce que le métier des gens qui étaient là, c'était pas la recherche en parapsychologie. C'est sûr. Par incompétence, on a laissé passer un détail extrêmement important qui, à lui seul, authentifiait la prophétie. De quel détail s'agit-il? Vous nous en dites plus, Yves, dans quelques instants sur Sud Radio. Les prophéties à l'honneur dans cette émission des Clés du Mystère sur Sud Radio ce dimanche. Et avec Yves Lignon, nous évoquions il y a quelques instants à peine cette prophétie d'Aurélien Leblay qui était en plateau à la télévision avec Jean-Pierre Pernaut, à qui on a demandé à ce cher Aurélien de donner des précisions sur ce qu'il annonçait. Nous sommes quelques jours avant Noël 94 et Aurélien voit un détournement d'avion à Alger et c'est là qu'on lui demande quelques précisions sans vraiment le croire. C'est ça, il faut rappeler que... Oui, sans vraiment
le croit. Alors bon, tout à l'heure, j'ai été un peu sévère avec Jean-Pierre Pernaut. Je ne lui en veux pas, ne serait-ce que parce que par la suite, il a effectivement repassé dans son journal l'extrait de l'émission. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment, en présence d'Aurélien Leblay, il y a eu des réactions d'esprit fort et que ça, c'est... Non, c'est pas sympa. Qu'est-ce que vous voulez, Fred? C'est pas sympa. Et je le répète. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors pour il aurait fallu l'écouter simplement, au lieu de dire bon, la voyance, on sait que c'est une affaire de charlatanisme, puisqu'on l'avait invité. Il aurait fallu y aller calmement. Quand il a annoncé l'élection d'Édouard Balladur, bon, il aurait fallu lui dire, je crois moi, avec beaucoup de flegme, écoutez monsieur, ce n'est pas avec ça que vous allez nous convaincre, et là on est bien d'accord, mais ne pas le prendre de haut pour la suite. D'autant plus que quand même, bon, les gens qui étaient sur le plateau, ce sont des gens de parole, hein, c'est votre métier, Fred, vous savez ce que c'est. Bien sûr. Et bon, même sans être spécialiste en parapsychologie, ils auraient pu donner un détail, vraiment, ils auraient pu entendre quelque chose. C'est que quand Aurélien Leblay a parlé de l'assaut du GIGN, il a dit, dans un premier temps, sur un aéroport parisien. Et puis, immédiatement, dans la lancée, et d'ailleurs on l'a bien vu lors de toutes les rediffusions, dans la lancée, il s'est repris, il a dit non sur un aéroport français. Ouais. Et effectivement... Ça, oui, allez-y. Au départ, l'avion devait peut-être atterrir à Paris, non? Il était prévu, enfin, les terroristes demandaient qu'il atterrisse à Paris, mais enfin, l'avion s'est posé à Marseille. C'est à Marseille qu'a eu lieu l'assaut des gendarmes d'élite. Hein. Et donc, ça, il l'avait vu. Ça, c'est cette manière de se reprendre, c'est le détail qui ne peut pas s'inventer. Ça, c'est très spontané, ça vient de suite. Dans la tête, il a des images, il a un grand aéroport, donc peut-être il pense Paris par automatisme intellectuel. Mais à ce moment-là, si j'ose dire, son don de voyance réagit et lui fait dire non, c'est pas Paris. Cela dit, c'est vrai que les personnes en plateau étaient quand même assez suspicieuses parce que le simple fait de dire qu'il s'agit d'un détournement d'avion, que ça va se passer du côté d'Alger, c'est quand même déjà très précis. Oui, mais il faut bien dire que je ne sais pas si cette émission traîne sur YouTube ou comme ça à l'heure actuelle, que après la prédiction, il y a quand même eu je dirais pas un moment de silence, parce qu'à la télé, s'il y a un moment de silence, tout aussitôt, on lâche un chanteur, oui. Bon, mais il y a eu quand même... les gens se sont rendus compte qu'ils vivaient quelque chose de fort, que c'était pas pareil. Alors, tout ça, c'était très intéressant. Moi, j'ai été enthousiasmé à l'époque. Je me disais, les sceptiques racontent toujours, il suffirait d'un seul cas évident pour que tous les blocages à l'égard de la parapsychologie qu'on trouve dans l'université française tombent. Là, on a eu un cas évident. Ça a été repris les jours suivants. Et malheureusement, les blocages sont restés. Bon, quant à Aurélien Leblay... qu'est-ce qu'il est devenu, lui, hein? La suite de sa carrière a été, on ne va pas dire un peu triste, disons, sans vouloir rentrer dans la vie privée des gens, qu'il était très mal entouré. Donc on lui a fait faire n'importe quoi. Il s'est produit quelquefois de nouveau sur des plateaux de télévision. On lui a posé des questions du genre qui va gagner le championnat de France de football. Vous savez, si on lui posait cette question alors qu'il restait moins de 10 matchs à disputer. Donc, si c'était cette année, évidemment, pas besoin d'être voyant pour éviter de citer Arles-Avignon. Bon. Donc c'était assez triste. Moi j'étais en contact avec lui, on avait prévu de faire des expériences ensemble. Mais encore une fois, son entourage a joué un rôle qui n'était pas le bon rôle. Bon, et puis finalement, il s'est retiré, il a quitté sa Bretagne natale et il s'est installé au soleil de la Méditerranée. Et donc, il ne consulte plus comme voyant. C'est pas la peine de dire est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec Monsieur Leblay. Il ne consulte plus comme voyant. Et comme par ailleurs, il n'a pas participé à des expériences, on ne peut même pas dire si son don existe toujours.
Ouais. Est-ce que c'est pas aussi la preuve que quand on force un peu la main à un voyant ou à un prophète, autrement dit, si on lui pose une question à laquelle il n'est pas préparé, finalement les résultats sont toujours médiocres, alors que quand ça vient spontanément de lui, là c'est beaucoup plus convaincant. Là on est entièrement d'accord. Si j'ose dire, le voyant, le prophète, c'est une mécanique extrêmement délicate. Et donc il faut pas la forcer. Quand on la remonte, il faut y aller avec beaucoup de prudence. Il faut pas mettre le paquet sur la manivelle. Moi, quand je fais des expériences avec des voyants, j'essaie toujours de discuter avec eux pour savoir quel genre d'expérience ils ont envie de faire. À quel propos ils pensent que leur don va être capable de s'exprimer. Il y a des voyants qui font des expériences avec des jeux de cartes, qui les réussissent magnifiquement. C'est le cas de Yolande de Châtelet. Et il y a d'autres voyants avec qui je ne proposerai jamais une expérience à base de jeux de cartes. Avec Maucristin, par exemple, j'ai fait un jour une expérience où il y avait des photos sous enveloppe. Voyez la différence. Bah oui, évidemment. Et ça, c'est parce que la voyance, vraiment, c'est dans la tête et dans la psyché de ceux qui la vivent, vraiment un ensemble de facteurs subtils. Faut surtout pas y aller avec des gros sabots et dans un esprit de déménageur. Dans un instant, pour la dernière ligne droite de cette émission, Yves, on va s'intéresser à l'actualité la plus immédiate. Est-ce que certains avaient prévu le séisme, le tsunami et les conséquences nucléaires au Japon? On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Les clés du mystère sur Sud Radio ce dimanche, avec, pour les quelques minutes qui nous restent à passer avec vous, Yves Lignon, l'actualité. On parle des prophéties depuis le début de l'émission. Est-ce que, Yves, vous avez connaissance de prophéties, ou en tout cas de flashs de voyance concernant les événements japonais de ces derniers jours? Non, il n'y a rien qui circule pour le moment, je vais dire, dans les milieux intranet, c'est-à-dire sur les réseaux entre chercheurs. Ouais. Évidemment, sur Internet, je sais bien qu'il circule n'importe quoi, mais ça n'est pas original. Ouais, donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu de personne s'adressant dans les jours précédents le tremblement de terre à des chercheurs en parapsychologie pour leur dire « j'ai des sensations bizarres ». J'ai des sensations bizarres. Donc, rien. Quoique, je dois dire qu'il y a une jeune femme, un peu dans notre principale zone d'écoute, dans le département de la Lozère, qui est voyante et qui... C'est un cas très très complexe, très délicat à étudier. Cette jeune femme a un cœur gros comme ça, mais je me demande si elle n'aurait pas pu pressentir en termes de voyance, le tremblement de terre, sans l'exprimer précisément, sans être capable de m'envoyer un mail, puisque nous travaillons par courrier électronique, pour me dire il va y avoir un tremblement de terre au Japon. Mais pourquoi vous dites ça? Il est tout à fait possible, parce que je vois le ton qu'a pris nos échanges dans la semaine qui a précédé le tremblement de terre et ce qu'elle éprouve. Elle fait souvent de la voyance à travers des rêves. Ouais. Et ces rêves ont un sens qui peut être mis en rapport avec les événements. Alors, je ne m'engage pas, je ne m'engage pas, parce qu'encore une fois, son cas est très très complexe. Elle est extrêmement gentille, extrêmement sympathique, mais c'est un cas de voyance comme je n'en ai pas rencontré d'autres en 35 ans de carrière. Ouais. Je dis simplement que, avec le recul, certains des mails qu'elle m'a envoyés dans les jours précédant le tremblement de terre n'avaient pas le ton, le style des mails qu'elle m'envoie dans d'autres cas où elle a fait de la voyance, où c'était avéré. Mais je ne m'engage pas davantage. Voilà, elle n'évoquait pas de tremblement de terre. Non, je n'ai pas reçu un mail disant tremblement de terre suivi d'accident nucléaire. Je dis simplement que ces rêves, puisqu'elle me tient au courant, ces rêves ont un peu changé. Bon, je le note, c'est tout. Voilà. Vous aurez peut-être l'occasion de la contacter dans les prochains jours. Bien sûr. Non, par contre, j'ai terminé il y a quelques semaines, mais je n'ai pas le temps de le rédiger puisque vous savez que je suis dans mon livre qui doit sortir à l'automne. Oui. Mais l'étude de quelque chose qui est probablement une voyance ou une petite prophétie. Ça se passe en 2 temps. Au mois d'août 2010,
et en novembre 2010. Donc au mois d'août 2010, il y a des personnes qui ont prétendu être témoins d'une apparition d'OVNI. Bon, ça c'est secondaire. La personne qui a raconté « j'ai vu des ovnis, j'ai même vu peut-être des extraterrestres », a dit aussi ces extraterrestres, ces espèces de silhouettes que j'ai croisées, m'ont envoyé des messages télépathiques. Bon, très bien. Tout ça, c'est de l'ufologie, ça n'est pas ma partie, et effectivement, a priori, ça n'est pas très crédible, même si la personne est de bonne foi. D'autant plus, ça apparaît d'autant moins crédible que les 3 premiers messages soi-disant télépathiques sont d'une banalité à vous faire dormir debout, mon pauvre Frédéric. Du genre, il faut que le calme revienne dans les têtes pour que la paix revienne sur Terre. Vous voyez je vois le niveau. Voilà, vous voyez le niveau. Bon, c'est comme ça. Mais le 4e soi-disant message télépathique associe très clairement le mot cataclysme à la date du 28 février 2010. Ah oui. Or, le 28 février 2010, c'est Xintia, n'est-ce pas Fred ? Oui, exactement, oui, tout à fait, c'est ça. C'est Xintia. Il y a eu aussi, ça a un peu secoué au Chili, à la même date. Ouais. Bon, donc, cataclysme 28 février 2010. C'est d'une simplicité, d'une limpidité incontestable. Eh bien, les personnes qui prétendent avoir vu des ovnis, des extraterrestres, je ne sais quoi, déclarent « Nous les avons vus en août 2009 ». Ah ouais. Et le témoignage avec Cataclysme 28 février 2010 a été enregistré par un enquêteur, un ufologue, un spécialiste, en novembre 2009. J'ai l'enregistrement. Donc 4 mois avant voilà, Xintia. Si quelqu'un, un sceptique, vient nous chercher des poux, on peut diffuser l'enregistrement. Il y a des preuves. Oui, il y a des preuves, sauf à accuser tout le monde, à penser que la Terre entière est couverte de tricheurs, que l'enregistrement a été fait bien plus tard, etc. Mais enfin, permettez-moi Frédéric, ne pas rentrer dans ces jeux-là. Vous avez bien raison. Donc, novembre 2009, quelqu'un dit cataclysme avec une date précise, une date dans l'avenir. Et à cette date, c'est la tempête Xintia. Mais c'est le dernier cas de grande voyance ou de prophétie que j'ai eu à étudier. Les prophéties, sujet passionnant, une fois de plus, ce dimanche, évoqué avec vous, Yves Lignon. Je rappelle que pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui ont manqué l'émission, vous pouvez la réécouter ou l'écouter tout simplement à loisir sur sudradio.fr, comme l'ensemble de nos émissions. Ne vous en privez pas, les clés du mystère. Vous allez sur sudradio.fr, vous allez dans la rubrique les clés du mystère. Yves Lignon, merci beaucoup pour toutes ces belles histoires et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, avec d'autres sujets tout aussi passionnants. On va se retrouver dans une petite église de campagne, très, très paisible, très calme, et nous allons assister à un exorcisme. Merci Yves, à la semaine prochaine.